Questionnaire. Les deux premiers, d'ailleurs, s'annulent un peu les deux premières questions, c'est-à-dire la madame a dit, bon, nous sommes très angoissés, culpabilisés, etc. Donc, pas moyen de sortir de ce carcan, de cette mise en œuvre de ce que j'ai appelé la stratégie du choc. Et puis le deuxième intervenant, sympathique anarchiste, qui nous dit, mais nous, on en est déjà sortis, il faut s'appuyer sur... Bon, alors, les deux questions sont très importantes, en fait. La première, bon, c'est le gros problème que j'appelle décoloniser l'imaginaire. Nous avons... notre imaginaire est colonisé depuis notre tendre enfance. Il suffirait de prendre... Il y a eu les amis espagnols ont fait une équipe de Madrid, a fait un excellent travail sur les manuels scolaires et comment les gens, l'imaginaire de la croissance est inculqué à travers les manuels scolaires. C'est tout à fait intéressant, et la vision que les manuels scolaires donnent des problèmes écologiques. Bon, mais la véritable manipulation des masses, c'est pas les manuels scolaires, c'est les émissions de télévision, parce que nos enfants passent plus de temps devant les écrans de télévision, et je ne parle pas des jeux télévisés qui sont une horreur, qui n'est vraiment pas l'éducation au respect de la nature et des autres, mais qui est une éducation à la guerre de tous contre tous, à l'égoïsme, à l'individualisme, à l'exploitation, à la destruction sauvage de la nature. Bon, alors, bien évidemment, comment faire, demande Madame, pour sortir de cette culpabilité, de cette colonisation d'imaginaire. Il n'y a évidemment pas de recette miracle, mais on observe tout de même que dans certaines circonstances, il y a une contamination des gens. Les bonnes idées, fort heureusement, les mauvaises, on le sait, c'est comme un virus, mais les bonnes idées aussi peuvent, dans certains moments privilégiés, j'ai évoqué mai 68 en France, vous avez eu le mouvement des Indignados en Espagne, les mouvements du printemps arabe, etc. Alors, il y a beaucoup de choses, mais ces mouvements sont des moments où les gens se parlent, donc sortent de la coquille individualiste que vous avez justement dénoncée, et accueillent des idées. Parce que les gens, bien sûr, on est colonisé, notre imaginaire est colonisé, mais pas totalement. Ça ne marche jamais totalement. Vous savez, on peut mentir aux gens pendant un certain temps, mais pas indéfiniment, d'abord parce qu'ils le vivent concrètement. Il y a quand même des choses qui frappent. On a beau dire aux gens qui sont coupables d'avoir consommé, ils voient les salaires et les faveurs que s'octroient les PDG des grandes firmes transnationales qui sont proprement obscènes, les inégalités qui se développent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais les vieilles recettes fonctionnent toujours, c'est-à-dire les meetings, les assemblées, les conférences, c'est pour ça que je suis là. La diffusion à travers les canaux alternatifs, et pourquoi on n'est pas à la peine de se priver, j'ai évoqué à la fin de la conférence, ça c'est le site de notre revue Entropia. Entropia, ça référence à l'entropie, à la deuxième loi de la thermodynamique, revue d'études théoriques et politiques de la décroissance. Et sur ce site, il y a des articles, des films, des choses en français, bien sûr, mais aussi en anglais, en espagnol et même en portugais. Parce que j'ai fait des séries de conférences au Brésil, en particulier, on a mis des sites avec l'université brésilienne, il y a des choses en portugais, et même aussi à Madeira. À Madeira, il y a beaucoup de choses, on peut trouver, je crois, sur ce site. Moi, je n'utilise pas les sites parce que je fais partie d'une génération, mais plus vieille, mais je crois que les jeunes trouvent beaucoup de choses là-dessus. Et à propos des jeunes, justement, ce qu'on observe, c'est que malgré la manipulation médiatique des télés, etc., vous voyez, ceux qui résistent le mieux, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont allés à la Puerta del Sol, ce sont les jeunes partout, en Grèce, qui sont à la pointe du mouvement. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été totalement mutilés, et que ça donne beaucoup d'espoir. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ce soir, ici aussi, et dans toutes les conférences sur la décroissance, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est les mouvements de jeunes de la décroissance, pour répondre à la deuxième
demande de monsieur, eh bien, sont à la pointe du combat contre le TGV dans le nord de l'Italie, le mouvement Nota, hein, et même pas seulement les jeunes, mais aussi d'ailleurs les principaux représentants du mouvement de la décroissance, en particulier mon ami Luca Mercalli, qui fait un excellent travail parce qu'il il est météorologue et il a accès à la télévision italienne, et il fait un excellent travail de propagande ou de contre-propagande. Il a même interpellé le président Mario Monti sur le problème de la TAV. Mais les mouvements des objecteurs de croissance étaient massivement présents de toutes les manifestations contre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Bien sûr, tous les mouvements alternatifs, qu'il s'agisse des AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qu'il s'agisse des SEL, hein, système d'échange solidaire, etc., ça fait partie tout à fait du mouvement de la décroissance. Alors, la troisième remarque, évidemment, je n'ai pas eu le temps en une conférence de faire, il faudrait des heures et des heures pour expliquer d'où est né le projet de la décroissance, de la critique de la croissance. Et les mots sont bien sûr des pièges lorsque j'ai bien fait attention de dire ce que nous remettons en cause, ce n'est pas la croissance, c'est la société de croissance. Bien évidemment que la croissance de la production alimentaire pour nourrir les gens affamés, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose, mais à condition qu'on fait croître la production jusqu'au moment où tout le monde a à manger à sa faim, mais la faire croître indéfiniment, c'est absurde. Et qu'est-ce qu'a fait la politique agricole commune? Elle a fait croître, elle a fait créer des stocks excédentaires de blé, de maïs, de beurre, de viande, etc., qu'il a fallu stocker à grands frais et ensuite détruire, hein, parce que c'est une absurdité et une monstruosité. Donc, ce qui est en cause, parce que la croissance, c'est un phénomène naturel, bien sûr, la croissance des plantes, la croissance des organismes. Et donc, les économistes ont emprunté à la biologie, et en particulier à la biologie évolutionniste, l'idée, le concept de croissance et aussi le concept de développement. Darwin dit comme les organismes, avec le temps, deviennent plus gros, donc ça c'est la croissance, mais ils se transforment, et ça c'est le développement. Une graine ne devient pas une graine monstrueuse, elle devient une plante, elle pousse. Bon, l'embryon humain devient un homme. Mais la nature a des lois. Les plantes, les organismes naturels naissent, croissent, atteignent la maturité, déclinent et meurent. Les économistes ont pensé que l'organisme économique, qui est une métaphore, il n'y a pas d'organisme économique, c'est une façon de parler, mais c'est une façon de parler qui correspond à effectivement l'existence d'une interdépendance d'un ensemble de comportements, de fonctions, de logiques, bon, qu'on appelle le système économique. Le système économique, ils ont pensé que c'était un organisme immortel, hein, que l'économie basée sur la croissance ça pouvait fonctionner indéfiniment. Le problème, c'est que les organismes obéissent à des lois de la biologie, et l'organisme économique, la vie économique se déroule sur une planète. Et il se trouve que la planète a des lois, en particulier la deuxième loi de la thermodynamique, la loi de l'entropie. Et c'est une loi, c'est difficile même pour les savants d'accepter qu'on ne peut pas tout faire. On voudrait pouvoir tout faire. On voudrait que le pétrole qu'on a brûlé dans sa voiture, on puisse le retrouver après pour le remettre dans le réservoir et refaire tourner la voiture. Eh bien non. Non, le pétrole, il y a une quantité limitée de pétrole sur la Terre, hein, et quand on l'aura épuisé, ça sera fini. Alors, ça ne sera pas fini. Bien sûr, les molécules, elles existent toujours. Elles sont dissipées dans le cosmos. Hein, et pour les rattraper, pour refaire du pétrole, il faut des millions d'années, des milliards d'années peut-être. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour toutes les ressources naturelles. Donc, une planète, comme disait l'un des rares économistes qui avait compris ça, Kenneth Goulding, il disait « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle est possible sur une planète finie est soit un fou, soit un économiste. » Alors, nos gouvernants sont certainement fous,
Mais nous sommes tous des économistes. Qu'est-ce que c'est la colonisation de l'imaginaire? C'est l'économicisation des esprits. Nous avons été programmés, hein, pour être finalement entrer dans une logique économique. Et évidemment, un enfant de 5 ans comprendrait que une croissance infinie n'est pas possible sur un monde fini. Hein, mais nous ne le comprenons pas. Comme disait le grand Marx, hein, non pas Karl, mais Groucho, qu'on amène un enfant de 5 ans pour expliquer aux économistes et aux gouvernants qu'une croissance infinie n'est pas possible sur une planète finie. Bien, je suis venu ce soir pour faire le rôle de l'enfant de 5 ans. Mas